Bonsoir à toutes et à tous, on va commencer. Merci d'abord d'être venus pour ce premier meet-up de la saison, le troisième au total. Alors, première chose, normalement, si vous êtes enregistré sur l'événement, vous avez signé, enfin vous avez dit comme quoi vous acceptiez le code de conduite. Le code de la conduite, c'est avant tout pour vous dire de vous conduire, je dirais, normalement, mais au moins de ne pas faire n'importe quoi et de respecter surtout les personnes, les autres personnes. On a toujours besoin surtout de talk et de speaker. Donc s'il y a un sujet que vous avez envie de présenter, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous nous en parlez. Nous, on prend le temps avec vous aussi de choisir les sujets, de vous aider pour présenter des calls, même si c'est un premier talk. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. On peut tous se dire, tiens, le sujet qu'on va présenter, c'est pas top, ça va intéresser personne. Si ça vous intéresse vous, ça peut potentiellement intéresser au moins une deuxième personne. Et souvent plusieurs en fait. Si vous avez besoin de nous contacter, donc du coup pour les talks, pour présenter des talks, tout est sur le GitHub en fait, pour créer les talks, pour proposer des talks, tout se passe sur le repo GitHub qui s'appelle Talks. Et ensuite vous pouvez nous contacter aussi sur le Discord, tous les liens sont sur ce QR code ici. Pour les prochains événements de la communauté, si vous voulez vous faire plaisir, donc il y a le 2 octobre, il y a Vue.js Paris. Si React ne vous suffit pas, vous pouvez toujours aller checker le meetup de Vue.js. Et ensuite, si vous en avez marre de Next.js, vous pouvez aussi tenter du Remix. Et Remix, c'est le 10 octobre, donc dans 2-3 semaines également. Ça, c'est pour tout pour la semaine, enfin pour les prochains mois. Ensuite, ça c'est magie des slides. Il y a React Bruxelles qui nous a donné un code promo. Donc il y a React Bruxelles, c'est le 18 octobre de cette année. Donc c'est sur une journée. Donc il y a un code promo à la fois pour la version en ligne et pour la version sur site. Le code promo, alors c'est une réduction de 20% et il est juste ici, c'est React Paris Meetup. Si vous voulez, le QR code est juste là avec le lien. Je vous laisse 10 secondes pour ceux qui veulent le prendre. Également avec React Bruxelles, on fera à la fin une tombola. On a un ticket pour la version en présentiel à Bruxelles du coup à faire gagner. Donc on fera une tombola à la fin. Donc restez. Ensuite pour aujourd'hui le programme, donc le premier talk c'est Adrien avec Hugging Face, le GitHub de l'IA. Le deuxième talk, c'est Nicolas avec transformation d'un monolithe legacy en monorepo NX avec module fédération. À la fin de ce titre, je suis essoufflé. Merci Nicolas. Hop. Et notre sponsor aujourd'hui, celui qui nous accueille, c'est FrontGuys. Et je vais leur laisser se présenter. Merci. Bonsoir. Alors, je vais charger ma présentation et on sera parti. Hop là. Tu peux présenter. Donc je suis Adrien, je suis lead dev chez FrontGuys. FrontGuys, c'est en fait, même si vous avez vu marqué Texei à l'entrée, c'est la boîte qui va hoster cet événement. C'est une agence conseil qui a la particularité de faire du design et du développement. On a les deux types de profils. On fait collaborer les designers et les développeurs un maximum en interne et chez nos clients. Je vous en reparlerai à la fin. On organise aussi des meet-ups ici qui sont plutôt sur ce qu'on appelle le design ops. C'est de la collaboration entre designers et développeurs, même principe que DevOps, mais réappliqué sur la partie design. Développeurs front-end, et sur la partie design, on fait vraiment toute la partie UX design, de l'UX research, la création de design system, le product design vraiment chez nos clients. Et voilà, notre particularité vraiment, c'est de aussi faire de la technique, du front-end, mais d'avoir les deux types de profils. Ce soir, je vais vous parler de Hugging Face. Je voulais juste commencer
qui connaît ce que c'est que GinkFace, qui s'est déjà un peu baladé sur leur site? Ok. Ce soir, le but, c'est vraiment de faire une introduction. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que GinkFace, ce qu'on peut y trouver, et surtout, la seule chose que j'aimerais que vous puissiez retenir et partir avec, c'est comment on utilise le moteur de recherche pour trouver des modèles. Parce que c'est un peu particulier, il y a beaucoup de vocabulaire et de catégories sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps avant de comprendre comment ça fonctionne. Donc le but, c'est de présenter ça. Je terminerai avec une ou deux démos. On verra combien j'ai de temps pour faire des démos, mais il y a plein de démos disponibles, et donc je vous montrerai un peu comment on intègre un modèle en TypeScript ou en JavaScript, aussi bien côté serveur que navigateur. Donc Hugging Face, c'est une start-up franco-américaine. Il y a des fondateurs français, en fait, trois fondateurs français. Ils ont été créés il n'y a pas longtemps, en 2023. Ils ont levé beaucoup d'argent et ils ont fait beaucoup parler d'eux. Au départ, je crois qu'ils voulaient faire un système de chat. Et puis ils ont pivoté en se disant, en fait, c'est un GitHub de l'IA qu'il faut faire. Un des fondateurs que vous verrez le plus souvent, qui parle, qui présente très souvent et qui est vraiment un des pionniers de la partie IA, notamment il a créé un modèle de langage qui s'appelle Bloom. C'est Thomas Wolf. Et la particularité de ce moteur de recherche, c'est qu'il a été complètement entraîné dans des centres de recherche européens. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a en Allemagne avec Wolfram Alpha, je crois, et Bloom. Donc, il y a peu de profils comme ça en Europe, et ce profil est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus, il y a un reportage sur Arte qui retrace un petit peu, on va dire, une histoire un peu plus large de l'IA et de comment ça fonctionne. C'est une bonne introduction si vous avez envie de vous faire un peu de culture générale sur le sujet. C'est pas du tout technique, mais ça fait un bon sujet. Hugging Face, moi je le définis comme ça, c'est un GitHub du machine learning, pas que de l'IA, il y a plein de types de modèles. En fait, j'ai l'impression, c'est même comme ça qu'ils se définissent, ce qu'ils veulent, c'est rendre l'IA accessible à tous. Ça reste un site qui est plutôt à destination des développeurs. Il y a beaucoup d'accès à du code, à de comment déployer, à de la documentation technique, mais en réalité, c'est utilisable par plein de types de profils, y compris métiers. On y trouve sur le site, et on verra les parties une par une. Là, je l'ai séparé en 5 grandes parties. Mais il y a toute une partie formation avec beaucoup de formations dont, alors pas 100%, mais une majorité qui est aussi traduite en français. Majorité, c'est peut-être pas le bon terme. Enfin, un grand nombre qui sont traduits en français et qui permettent d'apprendre beaucoup de choses, y compris techniques. Et puis surtout, le plus intéressant, et ça c'est là où on passera le plus de temps, on trouve des modèles d'IA pré-entraînés, souvent optimisés, assez petits, spécialisés, et donc qu'on peut réutiliser, y compris dans des produits et des applications, sans API, etc. C'est des modèles qu'on récupère et qu'on fait tourner sur nos serveurs, localement, éventuellement dans le navigateur. Et c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Ces modèles, on les retrouve dans des applications qui font un peu des démos de comment fonctionne le modèle. Vous verrez, les applications, je les présenterai rapidement. Il y en a plein qui sont actives, d'autres qui sont désactivées, mais ça permet de faire un petit panorama et d'aller voir très rapidement des applications et de chercher avec des termes tout à fait classiques. Genre, je veux avoir un modèle qui me génère des images avec des illusions d'optique. Je veux un modèle qui est capable d'habiller des gens avec des fringues pour ma boutique en ligne. Je veux un modèle qui est capable de classer du texte. Voilà. Là, les explications sur les petites applications sont dans un langage tout à fait courant. Et ensuite, ils pointent vers les modèles qui ont été utilisés pour faire la démo. Et enfin, les deux derniers points. Un, ce que je maîtrise très peu, donc je ne vous le présenterai pas énormément, mais c'est... il présente tous les datasets qui ont servi à entraîner des IA. Et donc vous pouvez récupérer ces datasets, les enrichir, et sur cette partie-là, moi je ne suis pas très calé, donc je n'irai pas trop loin. C'est peut-être une des prochaines choses que j'irai creuser. Mais voilà, on peut aussi voir les datasets et voir plein d'informations sur la quantité et la qualité de ces datasets, et donc ça influe sur la quantité et la qualité des modèles.
Et le dernier point, c'est peut-être celui qui vous intéressera le plus, c'est pour ça que je vais terminer avec ça, juste avant les démos, c'est Transformers, c'est la librairie qui permet de faire tourner des modèles d'IA avec du JavaScript. En réalité, il y a aussi un transformer pour Python, mais je m'intéresserai principalement à celle de JavaScript. Okay. La partie formation, ça ressemble à ça, tout est derrière Hugging Face /learn, c'est découpé en grandes familles. Qu'est-ce que c'est qu'un le deep learning? Qu'est-ce que c'est que les NPL? Et puis plein d'astuces sur l'open source. Enfin, là, il y a plein de catégories, c'est très simple à naviguer. La plupart des cours sont en anglais, mais beaucoup sont aussi traduits. Au moins le début des cours, si ce n'est tous les cours. Un exemple, le cours est assez technique, mais ça présente comment les traitements audio peuvent se faire avec les IA. Donc un des trucs les plus connus, c'est Whisper, qui est capable de transformer de l'audio en du texte, de rajouter les timestamps si jamais on veut faire des sous-titres. Enfin voilà, c'est un modèle qui est très utilisé pour ce genre de travaux. Et c'est vraiment très facile d'accès et ça explique aussi bien les grands principes que la partie technique. Donc ça, par exemple, c'est un très bon cours pour commencer. C'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur la partie formation. Allez-y, découvrez-le. Ça ne sert pas que je vous montre tout ce qu'il y a dans les cours, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, comprendre comment marche le moteur de recherche, c'est peut-être le truc le plus utile. Il y a différentes boîtes de recherche dans l'application. Il y a une boîte de recherche qu'on trouve en haut du site. À chaque fois que vous tapez quelque chose dedans, vous avez un quick result qui vous présente les modèles, puis les datasets, puis les spaces qui sont les mini-applications démo. Et enfin, il y a encore 2-3 autres choses. Il y a un moteur de recherche full text. Il n'est pas hyper au point, je trouve. Peut-être qu'il va s'améliorer dans les mois à venir, mais ce n'est pas mon préféré. Et vous voyez les résultats de recherche. Vous avez des noms de modèles qui sont absolument incompréhensibles. Donc en réalité, à un moment donné, il va falloir filtrer pour trouver ce que vous voulez. Et c'est de ça dont je vais beaucoup vous parler. Les principaux filtres, vous les retrouvez ici. Quelles sont les tâches qu'effectue le modèle? Et là, il y a plein de tâches qui ont peut-être des noms un peu particuliers, mais qui correspondent à des tâches qu'on peut assez facilement comprendre. Les types de librairies avec lesquels ils sont compatibles, les datasets qui ont été utilisés pour les entraîner. Il y a certains datasets qui sont énormes et qui font des modèles de très bonne qualité, donc des fois on veut filtrer avec ça. Les langages, donc là c'est les langues français, anglais, espagnol qui sont supportées par le modèle. Les licences. Évidemment pour certains produits on ne veut pas avoir des licences complètement, on va dire, open source qui vous obligent à diffuser le produit en open source, donc ça permet aussi de filtrer. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans Other, on passera dessus. Oups. J'ai perdu le réseau. Désolé. Il a fait des mots. Bon, ok, tant pis, je reload. Ok. Hop. Allez, hop. Quand on est sur une recherche de modèles, le plus important, en fait, ça va être principalement d'utiliser ce qu'il y a ici. Vous voyez que la partie tâches, on a des noms de tâches qui sont assez clairs. C'est des catégories de travaux. Transformer une image ou du texte en du texte. Être capable de poser des questions sur des fichiers vidéo qui ont été analysés par une ou images qui ont été analysées par une IA. Charger des documents dans une IA et ensuite de lui poser des questions pour qu'il puisse répondre. Donc là, ces catégories-là, elles sont assez claires. Je ne vais pas toutes les passer, mais en fait, il faut commencer par comprendre ce qu'il y a dans ces catégories-là. Ensuite, dans les résultats, au final, on se retrouve avec des noms de modèles où là, il faut aller voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est variable. C'est pas toujours évident. Et en revanche, je vous conseille d'utiliser le système de sort, pas forcément le trending, mais peut-être les volumes de fois où il a été réutilisé, c'est souvent plus
plus intéressant. Mais la partie trending peut être intéressante pour des modèles un peu récents. Des fois, il y a des trucs très intéressants qui sortent en permanence. Donc, c'est les quantités d'utilisation et trending qui sont les deux filtres les plus importants. Thibaut Tangréo, T-H-I-B-O-T. Si vous voulez savoir à quoi correspondent certaines tâches, certaines tasks, donc on revient à ce critère de sélection qui est vraiment la première entrée. La plupart ont des noms qu'on comprend, mais certains, c'est pas toujours évident de comprendre la réalité qu'il y a derrière. Donc, vous pouvez aller sur l'URL task où vraiment ils décrivent plus en profondeur le type de tâche, ce que c'est capable de faire, les cas d'usage, etc. Si vous avez des doutes ou vous cherchez un peu à affiner. Et enfin, sur la partie librairie, je n'ai pas beaucoup travaillé les autres librairies. Moi, je me suis vraiment concentré sur Transformer et en particulier Transformer.js parce que c'est celui qui permet de faire tourner des modèles d'IA dans JavaScript absolument partout. Les autres noms de librairies sont 80% c'est trusté par des librairies Python. Et puis il y a quelques autres librairies, mais voilà, on est sur d'autres types de langages et des librairies qui sont parfois plus de niche. Pareil, si vous voulez comprendre quelle librairie est capable de faire tourner quel modèle, en réalité il y a des librairies qui peuvent faire tourner certains types de modèles et pas d'autres. Transformer peut quasiment faire tourner tout ce qu'on veut, donc on est très bien servi côté JavaScript. Un petit exemple de recherche, quand on commence à travailler avec la partie langue, la même recherche, si je prends que de l'anglais, j'ai 64 000 modèles. Donc il y a du monde. Je rajoute et je dis je veux que français, on divise déjà plus que par 10. On est à 4000 et quelques. Et un modèle qui supporte les deux, là par contre, on commence à être beaucoup plus serré. N'empêche qu'il y a quand même des résultats et beaucoup de résultats très intéressants. Et enfin, la partie licence, j'irai aussi très très vite dessus, mais voilà, le but est de choisir les licences open source qui vous permettent de les réintégrer facilement dans vos projets. Il y a quelques licences open source qui vont nécessiter que votre projet soit lui-même aussi open source. Et donc voilà, filtrer avec ça. La plus connue, c'est la MIT, mais à peu près toutes les licences de l'open source initiative sont aussi relativement permissives. Voilà. Utilisez-le pour pouvoir filtrer selon le typologie de produit. Si vous avez envie de vous amuser, vous ne regardez pas les licences. Si vous avez envie d'en faire un produit commercial, Apache 2, AGPL, MIT, c'est les trois les plus utilisés et les plus permissibles. La page d'un modèle, vous allez retrouver tous les critères de sélection dont j'ai parlé avant. Ils sont ici, le type de tâche, le type de librairie avec lequel c'est compatible, plein de mots-clés qui sont, eux, parfois un peu plus complexes à comprendre parce que c'est des noms de modèles eux-mêmes, et le type de licence. Voilà. Après, il y a une petite description. L'accès aux fichiers, il n'y a pas toujours les fichiers, mais souvent vous avez accès aux fichiers, c'est vraiment comme un repo GitHub, il y a les fichiers du modèle qui sont là. On en reparlera un petit peu après, les métriques de training peuvent être intéressants, et une partie communauté qui n'est pas toujours là non plus, mais parfois il y a de l'échange et des questions possibles. Ce qui est intéressant de voir, c'est les stats d'utilisation. La taille du modèle, ce n'est pas des mégas, c'est des millions de paramètres, je crois. Mais plus il y a de paramètres, plus c'est lourd. Donc il n'y a pas une équivalence, mais quand le chiffre de paramètres commence à monter, ça pèse en poids. Et puis, souvent une petite fenêtre pour tester directement, surtout quand c'est des modèles de transformation de texte vers texte. Il y a une micro-démo, on met du texte, on fait entrer et on voit ce que ça donne comme type de résultat, donc c'est assez facile d'accès. Les métriques de modèle, ça ressemble à ce genre de graphe. Je suis incapable de les lire correctement, mais je pense que c'est assez intéressant si jamais vous avez des data analystes pour vous aider, ou même des gens un peu plus calés sur la partie training. C'est des données publiques et du coup, on voit vraiment comment se comportent les modèles quand on leur donne beaucoup de volumétrie. Enfin voilà, il y a énormément d'informations intéressantes. Et peut-être le point qui peut plus vous intéresser, si jamais vous choisissez des modèles que vous êtes obligé de déployer côté serveur, en réalité, il y a déjà énormément d'intégration avec plein de services qui permettent d'aller déployer dans des services cloud
quasiment en un clic. Moi, j'en ai testé un peu quelques-uns, mais je me suis principalement occupé de le faire tourner dans du TypeScript. Enfin, ou dans du Node ou dans du navigateur. Comme je le disais, c'est prêt à coder. Très souvent, quand quand on clique sur le bouton Use in Transformer ou même des fois directement dans la page de modèle, il vous donne un petit snippet de code. Alors là, c'est écrit en Python, parce qu'il y a plein de modèles qui sont entraînés en Python, mais qui après sont compatibles avec Transformer.js. Et ouais, c'est quasiment le même code en Python et en JS. On appelle la même fonction avec les mêmes paramètres. Il faut transformer les imports Python en JS et on a le code qui marche, quoi. Donc beaucoup d'exemples sont donnés en Python, mais en réalité, ça vous donne la façon dont ça fonctionne. Et toujours, ça c'est un exemple de petite démo. Donc c'est une démo, on lui donne du texte et il ressort des mots-clés. Voilà. Et donc vous pouvez tester avec du texte à vous dans une autre langue pour voir si le modèle est aussi bon. On en vient justement avec les démos à la partie space. La partie recherche de space, là vraiment on peut rentrer des termes tout à fait classiques en langage courant et tester des choses. Les spaces sont encore des noms un petit peu ésotériques auxquels on ne comprend rien, mais quand on arrive sur un space, c'est une démo fonctionnelle, donc on comprend assez vite comment le tester. Je vous en montrerai peut-être quelques-uns. Allez, ouais, je vous en montre. Je ne vais pas tous vous les montrer, je vous partagerai à la fin l'accès aux slides et ça, je vous permettrai d'aller tous les voir. Outfit Anyone, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. On a des profils d'utilisateurs, enfin de personnes, hommes ou femmes, et on peut dire qu'on veut les habiller. Allez, qu'est-ce qu'on lui met? Allez, on va lui mettre un jean et ça, et oups, là, et on run. Là, ça tourne sur un serveur. Des fois, il y a une queue. Ça peut être un peu long, c'est pas sur des gros serveurs. Donc la démo est un peu longue. Pendant qu'il y a la démo qui est en train de charger avec celui-là, on peut aussi s'amuser avec des trucs complètement tarés. On peut habiller les gens avec des fraises, des ananas, un immeuble. Enfin voilà, les IA sont capables de générer des trucs assez folles. Je pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps. D'habitude, c'est un peu plus court. Bon, allez, on va revenir ici. Il y en a une qui est capable de générer des comics avec style années 50, style Picsou, machin, etc. On lui donne un thème, on lui raconte une histoire et il génère un comics. Il y en a une que j'aime beaucoup, on lui dit qu'on veut incruster une illusion d'optique dans une image et il incruste, ça peut être une spirale, un visage, ce qu'on veut. Whisper, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein d'intéressants. Le dernier lien, lui, est complètement à part. Si jamais vous avez vraiment des modèles, vous cherchez des modèles, on va dire, de chat, compréhension du langage, ça, c'est une espèce de liste de tous les modèles existants et avec leur score. Donc, vous avez le poids, le score, la taille du truc. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un chat GPT-like, c'est là-dedans que vous les trouverez. Je vais quand même revenir pour voir si la démo est finie. Non, ben voilà. Allez, belle démo. Bon, c'est pas grave. J'en aurai une autre à la fin avec vraiment un truc local et ce sera sûrement plus intéressant. Et elles, je sais qu'elles sont un peu longues, mais au moins elles marchent. Donc, dans les spaces, c'est très bien qu'il y ait eu cette erreur de démo. Dans les spaces, vous verrez, des fois il y en a qui sont désactivés, il y en a qui bug un peu. Enfin voilà, c'est un truc. Il y en a beaucoup qui fonctionnent, mais il y a aussi du déchet. Les datasets. Je vais aller relativement vite là-dessus parce que, comme je vous le disais, c'est pas la partie que je maîtrise le plus. Mais on va vraiment avoir les ensembles de data qui ont servi à entraîner les modèles. Et pareil, ils sont en open source et donc ils sont améliorés en permanence. Et vous pouvez aussi peut-être les récupérer. Enfin, le but, c'est aussi de pouvoir les récupérer et de pouvoir réentraîner un modèle avec un autre dataset. Vous trouvez un modèle qui est génial, qui fait très bien ça en anglais, mais il est très mauvais en français.
peut-être que vous pouvez trouver un dataset qui est lui plus en français et vous en servir pour l'entraîner. Moi, j'en suis pas encore là dans la pratique de la partie IA, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y a et de temps en temps, quand on voit un modèle qui nous intéresse et qu'on voit avec quel type de modèle il a entraîné, on sait qu'il fonctionne bien, mais par exemple, il n'est pas en JavaScript, on peut peut-être rechercher d'autres types de modèles qui ont été entraînés avec le même dataset pour trouver des alternatives. Ça peut être utile. On arrive à la partie la plus intéressante, c'est Transformer.js. Au départ, Transformer, c'est une librairie Python, et puis Transformer.js, c'est l'équivalent en JavaScript, c'est absolument la même syntaxe. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait tourner quasiment tous les types de tâches, et qu'en gros, vous appelez une fonction, vous lui dites le type de tâche, et vous lui donnez le modèle, parfois même juste le nom du modèle, et lui, il va automatiquement aller chercher le modèle chez Hugging Face, puisqu'il y a une typologie d'URL qui est exactement comme GitHub, comme vous mettriez le nom de l'utilisateur et le nom du projet sur un truc GitHub. À partir de là, on peut le résoudre et aller taper tout seul. Donc il y a plein de modèles qui sont déjà hébergés, complètement disponibles, et en fait, 100% des modèles qui tournent dans Transformer.js, c'est des modèles qui utilisent un truc qui s'appelle ONNX Runtime. Pour moi, ça se prononce Onyx. Je ne l'ai encore jamais entendu prononcer par un Américain, donc j'ai aucune idée de la vraie prononciation. C'est un modèle, c'est un format de modèle d'IA. À peu près n'importe quel modèle, s'il est transformé dans ce format-là, il va devenir compatible avec Transformer.js. Voilà. Et notamment, il y a un projet qui s'appelle Optium, qui, en ligne de commande, permet de prendre un projet de à peu près, de plein de formats, pas tous, et de le transformer en Onyx. Pour avoir testé, on va dire que j'avais un taux d'échec de 1 sur 4. Mais sinon, 3 modèles sur 4, j'arrivais à avoir un fichier Onyx qui était fonctionnel. Et voilà, cette image-là, éventuellement, vous pouvez la garder en tête. Donc, tous les modèles d'IA sur Hugging Face, vous allez en gros avoir deux grandes familles. Celles qui vont tourner côté serveur, la plupart en Python. La bonne nouvelle, c'est que à peu près tous ces modèles-là, souvent, ils ont été dockerisés, machin. Enfin, ils sont très portables. C'est facile de les réutiliser côté serveur. Hugging Face, d'ailleurs, propose des instances de serveurs qui sont déjà, qui sont dans des offres cloud avec des tarifs, je crois, à la minute, ou non, à l'heure. Avec vraiment, ça va jusqu'à des très gros modèles, quoi, parce que c'est des machines avec jusqu'à 46 Go de RAM, 12 CPU. Enfin, il y a aussi des très très gros trucs avec des gros NVIDIA qui coûtent très cher. Mais voilà, il y a toute une gamme et avec, comme je vous l'ai montré au début, des boutons pour déployer très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie navigateur. Ce que je veux que vous reteniez, c'est partout où vous voyez ONNX, c'est compatible avec Transformer.js et la plupart des modèles, en réalité, ils font tourner un worker avec du WASM dedans. Et le dernier point peut-être que vous pourriez retenir, c'est que donc avec ça, on est capable de le faire tourner dans les navigateurs. Mais Transformer.js est aussi compatible avec, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les workers de Cloudflare. Cloudflare propose un environnement JavaScript qui tourne comme des lambda functions, mais on edge, donc c'est très près de l'utilisateur, c'est dans un data center très très près. Et c'est pas un node, c'est le même environnement JavaScript qu'un navigateur, avec la possibilité d'avoir des workers, donc comme des threads séparés. Donc ça réutilise la même API que les workers dans le navigateur. Et c'est hyper intéressant de savoir qu'on peut aussi les faire tourner en fait sur ce type de serveur-là qui ont le même environnement que le navigateur. Du coup, vous pouvez commencer à écrire du code pour le navigateur et puis après le déporter sur une machine qui est certes pas très puissante, mais qui a des temps. Un worker Cloudflare peut tourner beaucoup plus longtemps qu'une lambda function. Ça peut durer plusieurs secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Je
Je crois que les workers sont gratuits. Il y a un free tier qui est relativement intéressant, qui permet de faire des trucs intéressants. 45, ouais, on est bon. Et je vais terminer du coup avec des démos. Super, bon c'est pas grave, hop, pas de réseau, c'est pas grave. J'ai plusieurs démos, je voulais commencer avec celle-ci. Hop. Toutes les démos, c'est des démos enfin c'est même pas moi qui les ai écrites, hein, c'est des démos que vous retrouvez dans le repo Transformer.js. Donc là, c'est une démo de ce qu'ils appellent Zero Shot Classification. Zero Shot Classification, c'est-à-dire que vous donnez les catégories dans lesquelles vous voulez que les choses soient ordonnées, et ensuite la classification permet de prendre soit le texte en entier, soit de découper le texte en sous-parties pour les mettre dans ces catégories. Donc là, on a typiquement un texte qui pourrait être... ça ressemble un peu à un texte qu'on pourrait envoyer à un support informatique qui décrit un problème ou un produit. Et on a des catégories qui sont problème de batterie, ça chauffe trop, la qualité du produit de construction, enfin de la qualité de construction n'est pas terrible, problème de software et autres. Et l'IA a été entraînée à prendre ce texte, à le découper en petits bouts et à le mettre dans les bonnes catégories. Vous voyez, il y a ce genre d'IA très précises qui peuvent répondre à des problématiques métiers, quoi. Si celle-là foire aussi, c'est vraiment un bel effet démo. Je ne vous les ferai pas toutes, et après, en plus, comme ça, je pourrais te passer la main. Mais juste pour vous montrer, on a, dans les démos, hein, il y en a énormément. Il y a de la détection d'objets dans les vidéos. Il y a du text-to-speech, donc on lui donne du texte et ça vous fait de l'audio. Il y a des exemples de faire tourner ça dans un environnement Next, côté serveur et côté client. Et ce que je voulais vous montrer sur le Zero Shot Classification, c'est le code source. Il n'est vraiment pas énorme, donc on a une appli React, tout ce qu'il y a de plus basique. Et dans App, on a le texte un peu en dur qui va être utilisé, et on a un énorme use effect. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... il est où? Bah oui, si je suis con, c'est dans le worker. On a un use effect qui va aller interroger le worker, et la partie IA, elle, est sortie dans le worker, c'est-à-dire que tout ce qui est de travail d'IA et même de communication avec le modèle se fait dans un worker, et donc ne va pas venir empiéter sur le main thread d'affichage. On est sur un truc très classique. Quand on reçoit un message, on prend les données du message dans lequel il y a le texte, et on appelle le classifier avec quelques options, et le classifier, il a dû être créé en faisant, voilà, hop. On appelle la fameuse fonction pipeline. Le type de tâche, c'est Zero Shot Classification, donc on dit à Transformer.js quel va être le type de tâche effectuée, et ensuite le nom du modèle, on a le nom de l'utilisateur sur Hugging Face, et le nom du modèle. Et on ne met pas plus. Et en fait, cette partie-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'assurer que que le modèle a bien été mis en cache. Donc il y a un temps de téléchargement du modèle. On va le regarder. Hop, est-ce qu'il a fini? Ouais, en fait, je vais peut-être me mettre en 5G. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le réseau qui est pas bon. Et hop. On va regarder ce qu'on a au niveau network. Allez, tant pis. J'actualise, tant pis. Voilà. Donc, on a le worker qui s'est chargé, qui est là. Et quand je demande à catégoriser, voilà. Vous voyez le modèle, fichier ONNX, lui, il est chargé. Et c'est ça qui fait que c'est long. Et je crois que ce modèle-là, il doit peser 100 ou 200 MB, je crois. En fait, quand je fais les démos à la maison avec la fibre, ça va beaucoup plus vite. Hop, ça y est, on l'a téléchargé. J'ai un 200, on l'a téléchargé. Ok, voilà. Donc, il télécharge le modèle Onyx. Ah, voilà. Un fichier binaire aussi qui est relativement long, qui est les fichiers où il y a les métadatas du modèle. Un fichier binaire WASM qui va faire tourner le modèle Onyx.
Et après, le traitement est complètement local. Alors, allez, le résultat. Il a découpé en phrases et il a mis chacune des phrases dans la catégorie. Certains modèles sont vraiment trop gros pour tourner dans le navigateur, il faudra les mettre côté serveur. Principalement les modèles qui chargent et qui comprennent des vastes quantités de texte. Un chatbot, ce sera côté serveur, c'est sûr. Mais des petits modèles entraînés comme ça, en réalité, surtout pour une application où vous pouvez mettre les choses en cache, si on regarde côté network, ah merde, j'ai plus les tailles. Mais voilà, c'est 100 ou 200 MB sur un back-office, sur une application qui est installée, web app, etc. De le mettre une fois en cache et de le garder, c'est tout à fait viable et ça marche très bien. Hop là. Allez, je termine. Et après, je te passe la main. J'ai 2 slides avec des QR codes pour que vous puissiez, récupérer cette présentation avec tous les liens, parce qu'il y a énormément de liens intéressants. Toutes les démos que je vous ai montrées, elles sont dans le repo Xenova Transformer. Xenova, c'est la personne qui maintient Transformer.js. Et c'est aussi elle qui génère un nombre incroyable de modèles compatibles avec Transformer.js. Donc voilà, suivez-le sur Twitter et ailleurs ou sur les réseaux sociaux. C'est là où vous trouverez vraiment les dernières nouveautés. Et puis, il communique pas mal dessus. Vous pouvez retrouver cette présentation ici avec tous les liens dedans. Je vous laisse un peu le temps de la récupérer. Et puis, je voulais aussi vous parler du prochain événement. Ce sera le 15 octobre qu'on organise avec FrontGuys. Pour le coup, ce n'est pas un événement qu'on host, c'est vraiment nous qui l'organisons. On a en fait, depuis 2 ans, on fait des meet-ups DesignOps, dont je vous parlais tout à l'heure. Souvent, c'est des sujets plutôt orientés design, mais là, on va avoir un sujet assez technique. C'est l'entreprise Scaleway, donc l'hébergeur cloud, je pense que vous avez peut-être même déjà utilisé, en tout cas, vous avez au moins entendu parler, qui viendra nous parler des design tokens. Donc, c'est la capacité de faire passer dans les développements front toutes les variables, les décisions de design, les couleurs, les typos, et donc eux l'ont beaucoup automatisé et ils font aussi un design system avec énormément d'automatisation et surtout de suivi de l'utilisation. Ils utilisent Grafana pour faire des graphes de où sont utilisés leurs composants, comment, etc. Donc il y a des retours assez intéressants pour les mettre en pratique après. Merci beaucoup et je te passe la main. D'accord. Je sais pas si tu veux prendre des questions. Il y a peut-être 5 minutes de questions. On de peut pause. prendre 2-3 questions et puis... Allez, je remets dans ce cas-là, je remets la presse pour les questions. Hop. Comme ça, on pourra renaviguer dessus. Pour les questions, il y a un micro qui circule dans la salle. Il est là, pardon. J'ai un micro à faire circuler dans la salle. Ouais, levez la main, je vous passe le micro. Alors, ça sonorise pas, mais c'est pour le replay en vidéo. Comme ça, au moins, on a bien le son des... Alors, bonjour. Ça marche votre truc? Oui, ça sonorise pas en fait. Parle fort. C'est pour... Bonjour. Alors, en fait, la question c'était, lorsque vous avez chargé le modèle tout à l'heure, je voulais savoir l'impact que ça avait sur la charge dans le navigateur. Ok. Parce que là, en fait, justement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait vérifier ces genres de trucs que là, 20 mégas, mais ensuite il y a un traitement qui se fait à l'intérieur du navigateur. Et généralement, la transformation dans un navigateur n'est pas anodine et ça peut prendre beaucoup de mémoire. Donc, il faudrait au minimum 8 Go de RAM de près pour pouvoir faire le traitement de mémoire. Sur un téléphone portable, c'est mort. Effectivement. Utilisation de la mémoire, 442 MO. Voilà. Ah ouais, bon alors, elle est bonne celle-là. Ça va. Bah, il y a, le modèle là, il est chargé en mémoire, il doit de toute façon être chargé en mémoire. Donc il y a les 200 MB du modèle qui est chargé en mémoire, parce qu'il y a le modèle plus un peu des métadatas, mais les métadatas souvent c'est une vingtaine de mégas, enfin c'est pas des petites métadatas, il y a un peu du monde dedans quand même. Le fichier WASM qui doit être
Ouais, qui est un binaire mais qui est chargé en mémoire aussi et qui permet de faire tourner le modèle. Et après, il y a les 100 MB, les 100 MB minimum du moteur JavaScript et autres. Donc oui, c'est lourd, mais en fait, dès qu'on est sur un modèle qui est en dessous du giga, faut voir le service qui rend et comment tu le gères, mais c'est intéressant. Parce que là, tu as 0 frais de serveur, tu n'as pas d'infrastructure, les fichiers ils sont stockés par Hugging Face. Oui, il faut prévenir l'utilisateur qu'il y a du temps réseau au tout début. Ça va, on sait faire. Vu que ça avait pris du temps, je me suis dit peut-être qu'il avait mouliné avec de la mémoire qui montait en flèche. Alors, j'ai pas vu de... T'as pas de consommation de mémoire qui monte. J'ai jamais constaté de fuite de mémoire ou truc comme ça. Par contre, tu as un coup d'entrée. Alors, le modèle lui-même, il est mis en cache en utilisant l'API de mise en cache qu'il y a dans les workers. Donc, il y a une API spéciale qui permet de mettre dans le cache du navigateur et de savoir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, si je réactualise là, je n'ai pas le coût de retéléchargement du modèle. Il est là, il est en cache, c'est bon. Si je nettoie le cache de mon navigateur, je vais le repayer et je retéléchargerai le modèle. D'accord. Et quand on appuie sur le bouton, c'est de génération, ça fait la mémoire, elle ne monte pas. Si. Hop là. Donc, categorize. Tu vois, là, j'ai pas eu le coup de retélécharger tout le modèle. Le modèle, il est revenu, donc j'ai des 200. Et tu vois, ils sont tous grisés. Quand ils sont grisés comme ça, c'est que tu tapes le cache. D'accord. Et voilà. Donc, du coup, la transformation... allez, je peux le refaire, mais ça a duré quelques secondes, mais c'est beaucoup plus rapide, quoi. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais, à partir de 5 secondes, ça crache, ouais. Vas-y. Juste une petite question. Est-ce que par hasard tu as eu l'opportunité d'utiliser ces modèles dans le cadre d'automativité avec du design ou avec du JS? Alors en professionnel, chez des clients, non. Par contre, en interne, on s'est beaucoup amusé, et notamment ceux de classification. Sur un projet interne, on voulait permettre d'avoir tout ce qui est taguer des contenus, des ressources, totalement automatisé. Donc on a testé pas mal de modèles différents. C'était dans une web app qui était installée, donc on est allé directement sur la partie JavaScript. On a dû tester une vingtaine de modèles, transformer des modèles en Python en JavaScript, trouver des modèles machin. C'est cette recherche-là qui a donné lieu à cette présentation en fait. Après, chez mes clients, chez les clients chez qui on est, aujourd'hui je travaille chez Lefebvre Dalloz et ils ont vraiment un gros produit centré autour de l'IA qui permet d'aller chercher dans plein de textes légaux et de répondre à des questions, etc. Clairement, on est sur le type de modèle qui ne tourne pas dans le navigateur. C'est sur le serveur, c'est entraîné, c'est un chat GPT on stéroïde qui a avalé une quantité de contenu assez incroyable. On n'est pas sur les mêmes usages. Et les usages dans le navigateur, je pense qu'ils sont assez récents. Voilà, je pense que l'idée de la présentation, c'est de dire qu'on peut le faire, il y a plein de trucs rigolos, allez voir, et puis les usages, on les trouvera. Est-ce que tu aurais une suggestion sur Pourquoi comment utiliser ces modèles? Il y a un message sur le téléphone. Il y a tellement de... Enfin, moi, la découverte, c'était qu'il y a énormément de modèles extrêmement différents, qui font des choses très, très différentes. Donc après, les applications... Pour par exemple, les designers avec qui je bosse, de pouvoir générer des images avec des illusions d'optique, c'est génial. Mais en réalité, ils vont peut-être pas l'utiliser là. En revanche, je peux dire qu'Adobe, il regarde et puis c'est intégré pas longtemps après. Et en fait, c'est déjà dans les produits Adobe, etc. Mais la plupart des modèles qui permettent de faire des choses intéressantes, des plugins Photoshop ou des services en ligne, ils viennent tous de là. Enfin, il y en a beaucoup qui viennent, tous, ce serait exagéré, il y en a beaucoup qui viennent de l'open source.
et l'open source avance beaucoup plus vite que tous les trucs privés. Ok. Donc non, j'ai pas des exemples incroyables d'applications professionnelles, mais je suis à peu près certain que ça va se multiplier. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a eu une autre question rapide? Ouais, une dernière, et puis ensuite, on va passer. Adrien Au aussi. niveau des... Je sais pas si ça marche bien, ça. Au niveau des entraînements pour les IA, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, si je modifie l'IA, d'augmenter le volume dont tu parlais, monsieur? Donc, alors, je le redis, hein, la partie entraînement, c'est vraiment pas celle où je suis le plus à l'aise. La seule chose que j'ai testée, et que je peux te dire, c'est qu'il y a des systèmes d'entraînement plus ou moins automatisés qui sont fournis par Hugging Face. Ça, j'ai pu le tester. Ça permet de respécialiser un petit peu une IA sur, tu lui redonnes en fait un peu plus de contenu et tu lui demandes de s'auto-entraîner. Les résultats ne sont pas absolument géniaux. C'est-à-dire que ça fait tourner l'IA un paquet de fois et ça auto-évalue et ça se recorrige. Donc ça permet d'améliorer un petit peu, mais à la marge. Parce qu'en fait, il faut un modèle qui sache déjà à peu près avoir des pistes de ce qui est bon et pas bon. Alors après, tu peux voir, tu as des quantités de data de l'entraînement où tu vois ce qu'il a considéré comme bon et tu peux venir rechercher dedans et revalider que l'entraînement s'est bien passé. Mais comment on entraîne vraiment une IA, je suis vraiment pas assez expert là-dessus pour te répondre. Je posais la question par hasard. En revanche, si le sujet t'intéresse, il y a des cours, et tout le matériel pour aller creuser là-dessus, quoi. Hébergé sur Hugging Face. Hugging Face, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Pardon, je n'ai pas même. Sur le site que tu as partagé, donc... Hugging Face. C'est au tout début, en fait, il y a pas mal de cours aussi et de recettes, de techniques et d'explications de comment fonctionne un entraînement d'IA. Et en réalité, tu as besoin d'un modèle, un dataset, et après le type de modèle, il y a les outils qui vont bien pour pouvoir faire les entraînements. En revanche, je pense que faut être un peu plus spécialiste, il faut sûrement d'avoir un data analyst à côté, c'est pas mal. Parce que le principe d'entraînement, c'est soit on lui fait tourner et il faut vraiment un paquet de gens qui disent oui, non, oui, non, oui, non, soit on le fait tourner sur une grande quantité de données et ensuite on regarde à quel point il y a des bons et des mauvais résultats et en fait on fait tourner ça un paquet de fois et dès qu'on trouve quelque chose où on a des résultats satisfaisants, ça donne la next step. Et pour analyser ces grandes quantités de résultats, il faut un data analyst. Ça marche, merci. Merci. Hop, je vais reprendre ça. Merci. Adrien? Bon, merci beaucoup, merci pour ce talk, c'était vraiment génial. Je tiens à commencer par remercier FrontGuys pour le hosting, merci à toute l'organisation, super événement, je suis très content de participer. Alors, le premier talk était plutôt sur les technologies récentes, là on va passer sur peut-être 20 ans en arrière. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis dev senior chez Splio. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'App Legacy. Je vais avoir une première introduction sur qui on est Splio, comment on s'organise. Je vais ensuite présenter notre App Legacy, vous montrer un peu ce que c'est qu'une application qui a été créée avec des technos des années 2000. On aura ensuite un premier état qu'on a fait dans notre migration avec Module Fédération. On parlera aussi des échecs qu'on a eus, des côtés positifs et négatifs de cette techno. On enchaînera ensuite sur la présentation d'Enix et de pourquoi on est passé sur un monorepo. Et on terminera par une petite timeline et les next steps de cette magnifique migration. Alors, donc Splio, comme je disais, on a été créé dans les années 2001. On est expert dans le marketing auto. Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup le marketing auto. Globalement, en fait, on target principalement des emails pour des campagnes marketing. Donc vous allez avoir des campagnes qui vont être la campagne des soldes, la campagne du Black Friday. On va faire aussi des campagnes pour du post-achat, du panier abandonné. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi plein d'autres choses. On va faire du loyalty, donc de l'attribution de reward. On va faire aussi du mobile wallet, donc de la dématérialisation de la fidélité.
On va faire aussi de l'IA. On fait globalement beaucoup de choses depuis 2001, donc je peux vous dire que le logiciel a beaucoup de features. Un petit chiffre, on envoie à peu près 50 milliards d'emails par an, donc on a quand même une grosse structure aussi back-end. On a, comme je l'ai mis juste en dessous, on a à peu près un développeur front-end par domaine. Donc, globalement, un domaine, c'est, on va dire, 3-4 pages de la plateforme. Donc, on va avoir par exemple le domaine loyalty, le domaine de campagne, le domaine spécialisé dans les envois d'emails, par exemple. Voilà, donc un peu l'organisation. Donc, 1 à 2 développeurs maximum front par équipe, avec, pareil, 2-3 développeurs back. Et le sujet qui est un peu sympa, c'est que Perl, je ne sais pas si vous connaissez tous, si vous ne le connaissez pas, c'est pas trop grave, vous ne perdez pas grand-chose. Ça a été principalement le langage principal de l'entreprise pendant 10-15 ans. Voilà. Oui, ne criez pas, ne criez pas. Pourquoi, vous allez me dire? En fait, parce que le CTO de l'époque ne connaissait que Perl. Donc du coup, pas le choix, obligé de faire que du Perl. Ce qui ramène à cette magnifique architecture. Alors s'il y a des juniors dans la salle, je ne vous recommande pas de commencer un projet avec cette architecture-là. C'est pas du tout recommandé. Alors, comment ça tourne? C'est un fonctionnement qui est un peu comme les plateformes Symfony ou les plateformes Django avec Python. Globalement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un main langage, donc soit PHP, soit Python, qui va utiliser un système de templating pour pouvoir afficher des pages HTML. Donc là, globalement, nous, on a besoin d'un serveur à page parce que pour exécuter des scripts Perl, on n'a pas trop d'autres choix. On va avoir du coup le Perl qui va vraiment permettre de faire des calls à la DB, faire des selects sur la DB, qui va permettre d'hydrater en fait ce template et de le render. Et on va avoir Moustache qui est, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un système de templating, voilà, système de templating HTML, voilà, assez classique. Donc principalement beaucoup de jQuery, donc, comme j'ai dit 2001, donc à l'époque il n'y avait pas de React, il n'y avait même pas jQuery, c'était principalement du JavaScript. Donc il y a eu beaucoup de jQuery qui ont été faits dans les années 2010. Et du coup en 2017, pour faire un peu de trucs fancy, React est arrivé, donc il y a eu quelques pages, en fait les pages assez récentes ont été faites en React. Voilà. Hop. Alors, quels étaient les problèmes de cette magnifique plateforme Legacy? Tout d'abord, les langages. En fait, quand vous voulez recruter des gens, dire qu'on fait du Perl et du Moustache, ça n'attirait pas grand monde. Donc voilà. La plateforme était très lente. Et oui, parce que le Perl, c'est pas forcément super top pour pouvoir faire du front. Donc globalement, il y a certaines pages qui étaient très lentes. Et on avait une expérience utilisateur qui était vraiment mauvaise. Ouais, en fait, on avait de moins en moins de personnes dans la boîte qui étaient, on va dire, autonomes sur ce genre de techno. On avait de moins en moins de personnes qui maîtrisaient le Perl. Donc globalement, on avait une perte de connaissances et une perte de compétences dans l'entreprise. Une solution qui était complexe à maintenir. Donc comme j'ai dit précédemment, on a été créé en 2001. Donc, je vous rassure, le projet n'a pas été créé en 2001, mais on a pris quelques briques au fur et à mesure des années. Donc globalement, on a une plateforme qui était très dense, qui n'était pas forcément bien organisée. Globalement, c'était devenu assez complexe, surtout sur les vieilles pages, de devoir faire des nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, ce n'était pas sur K-Vitess, ce n'était pas sur Kubernetes. Donc pour déployer l'application, rien de plus simple que d'aller sur une plateforme qui a été faite custom-made, de mettre le tag que l'on voulait déployer. Je ne vous raconte pas l'histoire. Une petite erreur dans une config mal faite, on faisait éclater la production. Donc c'était de la joie. Et on a donc passé quasiment, c'était un projet de quasiment 2 ans pour pouvoir réussir à migrer cette plateforme sur Kubernetes, qu'on a réussi. On avait aussi le problème de la développeur expérience. En fait, le projet était devenu tellement compliqué à release qu'on se disait, on fait une release toutes les 2 semaines. C'était assez chiant parce que quand on développait notre fonctionnalité, si on tombait au mauvais moment, on devait attendre 2 semaines pour pouvoir avoir sa feature en prod. Honnêtement, ce n'était pas très pratique, surtout côté back-end, il y avait beaucoup de microservices, donc du coup, ils blastaient directement en production. Donc c'était chiant, ça devait attendre, ça ralentissait les tickets. On avait toute une phase de test manuel, parce que vu l'organisation du projet, malheureusement, on devait faire énormément de tests pour être sûr qu'on n'avait pas de régression.
On avait un setup qui était complexe. On prenait environ, si on était chanceux, une journée à voire une semaine pour installer le projet. On revenait de vacances, bien sûr, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, donc on était encore obligé de passer une journée. Ça prenait du temps à la personne qui vient juste de rentrer dans l'entreprise. On lui dit, bah, tiens, super, tu as une semaine pour commencer ce magnifique projet. Et ça prenait du temps en plus aux développeurs et de l'énergie, parce que souvent, on avait des bugs qui étaient complètement incompréhensibles. Et beaucoup de régressions, du coup, comme je le disais avant, par la structure du projet qui était compliquée. On avait un énorme store Redux qui était partagé sur toute la plateforme. Globalement, chaque modification du store, ça pouvait engendrer des régressions sur des pages où honnêtement, on n'avait même pas connaissance. Donc globalement, c'était assez compliqué. Donc on s'est posé un moment, on s'est dit, bon, on a eu de la chance, parce que quand je suis arrivé, on a commencé à avoir un nouveau projet qui allait se créer. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ce nouveau projet pour pouvoir rendre un peu la tâche du développeur plus simple. Le premier sujet, c'était pas d'effet tunnel. Donc pas d'effet tunnel dans le sens où on ne voulait pas passer 6 mois à développer notre nouveau projet et le mettre en production. On voulait quelque chose qui soit rapide à mettre en prod et qu'on puisse avoir très rapidement, déjà en production, protégé par des feature flags, notre nouveau projet et qui fonctionne en production. On voulait se simplifier le process de release. Comme je l'ai dit avant, on devait aller déployer la plateforme sur une appli, avec un outil externe. Honnêtement, on ne voulait pas ça. Nous, on voulait juste on tag et ça part en production. Enfin, on merge ou on tag et ça part en production. Et on voulait réutiliser notre design system. En fait, on avait un design system, une lib qui était dans la plateforme qu'on voulait tout simplement importer dans notre package, enfin dans notre nouvelle application. Globalement, ce qu'on s'était dit, c'est avoir ça, une sorte de microservice front-end, donc une app qui est complètement indépendante de notre plateforme legacy que je vous ai montré tout à l'heure, qui tourne donc sur Kubernetes ou sur un serveur on-prem. Mais globalement, on voulait un truc qui soit facilement déployable. Et donc on avait mis ici un S3 parce que je vais vous montrer après, le plus simple c'était de le stocker un S3. C'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Mais on va dire des solutions qui sont sur Kubernetes, qui sont faciles à déployer, enfin qui sont sur AWS, des solutions qui sont, on va dire, récentes et qui, au final, nous simplifient la vie de développeur. Et donc du coup, on est tombé sur le module fédération. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est un plugin Webpack qui permet de faire du microservice front-end, qui en gros, tout simplement, il expose des composants sur un serveur. Donc c'est très simple, au lieu d'importer un composant classique que vous allez avoir dans votre projet, là vous allez l'importer sur une URL qui est distante. Il y a tout un concept de remote entry. Je n'ai pas honnêtement envie de rentrer énormément dans ces détails-là. La documentation est assez good. Globalement, nous, le challenge qu'on avait, c'est que globalement, sur la documentation, il parle très bien d'apporter du React vers du React. Nous, l'idée qu'on avait, c'était plutôt que de créer un projet à chaque fois en React pour juste importer un composant qui était distant. On s'était dit que ça serait cool si on arrive à l'importer directement dans le moustache. Globalement, le challenge, c'est vous avez une page HTML et vous devez importer une application React. Ça marche, vous pouvez le faire. J'ai mis le petit snippet de code ici. Donc pareil, je ne pense pas que vous avez beaucoup de cas où vous allez avoir besoin de ça, mais globalement, ça fonctionne. C'est très très mal documenté, mais ça fonctionne. Ok, donc quels sont les avantages qu'on a avec Module Fédération? Donc globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé notre plateforme sur un projet qui est complètement distant et on l'a importé dans un template moustache, donc dans une page de notre plateforme, cette nouvelle application React. Ce qui était cool, c'est qu'une fois qu'on avait fait la liaison entre notre app legacy et le microservice qui tournait sur le S3, on n'avait plus besoin de redéployer notre app legacy. Donc on avait juste besoin d'updater notre application et automatiquement, par le fait que notre app legacy pointe vers un endroit spécifique du S3, on avait notre application qui était mise à jour. On avait du coup un continuous deployment, donc on pouvait facilement merger, taguer et hop, ça partait en production. On avait aussi un contrôle de l'impact, parce qu'avant, comme je disais, quand on réalisait la plateforme, on ne savait pas trop s'il allait y avoir des impacts, c'était compliqué. Là, très clairement, on réalisait notre app qui pointe uniquement sur un template moustache, donc on était tranquille, on était serein. Et on avait, donc, comme je le disais, toute cette CI, tous les tools que les DevOps nous proposaient directement dans notre application. Donc on était super content de ça.
Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que par changement de team, etc., on a commencé à refaire la même chose pour d'autres pages. Donc on l'a fait pour les campagnes, pour les rewards, pour les programmes, pour les campagnes one-shot, pour d'autres choses. Et à la fin, on s'est dit, bon, ça commence à être un peu trop là, parce que du coup, on avait à chaque fois un nouveau projet à créer. Et en fait, il n'y avait aucune liaison entre les différents projets, à part la lib du design system. Du coup, on s'est retrouvé avec trop de MFE. Le problème qu'on avait, c'est que au final, pour faire du sharing de code, à part faire une lib qui était commune, qu'on la bump à l'intégralité des MFE quand on voulait les mettre à jour, en fait, au final, ça rendait la tâche assez compliquée. Quand on devait changer, je sais pas, la couleur d'un bouton par exemple, et qu'on voulait que toute la plateforme soit cohérente, on devait se taper tous les déploiements de tous les MFE un à un. Globalement, c'était vraiment, comme c'est écrit, un nightmare. On commençait à sentir que là, d'un point de vue scaling, notre architecture, ça commençait à poser sérieusement problème. On était perdu, on était en mode, mais attends, mais c'est quel MFE qui est appelé à telle page? Enfin, ça commençait à être vraiment le désordre d'un point de vue architecture. On avait aussi un souci, c'est qu'en fait, on n'a pas résolu un des problèmes principaux, qui était l'expérience du développeur. Donc, pour pouvoir tester le MFE, ce qu'on devait faire, c'était utiliser donc, la plateforme legacy en local et ensuite exécuter la config, enfin le webpack du MFE et l'importer dans l'app legacy. Donc vraiment, quand on avait les 4 projets MFE à lancer en local, ça bouffait de la RAM, ça bouffait de l'espace. C'était honnêtement un enfer. Et on n'avait juste pas envie à chaque fois de lancer cette app legacy en connaissant les soucis que j'ai dit précédemment. Et donc c'est là où on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de faire un monorepo. Alors, quand on a voulu faire un monorepo, donc on avait plusieurs solutions. Globalement, soit on répatriait tous les projets et on se disait on faisait un Yarn Workspace classique, soit on se disait bon, on va commencer à utiliser un outil qui s'appelle donc du coup NX. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé par NX ou si vous le connaissez. Globalement, c'est un outil qui est vraiment fait pour du monorepo. Il fournit un CLI qui est honnêtement superbe. Vous pouvez builder, linter, tester uniquement certaines parties de votre code. Vous avez une commande qui s'appelle la commande affected qui vous permet de rebuilder par exemple uniquement les modifs des packages qui ont été modifiés dans votre monorepo. Honnêtement, c'est vraiment ultra confortable. Il y a aussi toute une partie de module boundaries. En fait, il y a deux concepts un petit peu dans NX. Il y a les apps et les libs. Globalement, les apps, c'est des points d'entrée. Donc, vous allez pouvoir avoir une application en React, une API, un panel administrateur. Et vous allez avoir des librairies. Donc, globalement, les librairies, au début, on était un peu perdu sur le concept de librairie, mais globalement, vous pouvez faire des librairies qui sont non importables. Donc, nous, globalement, nos MFE, enfin, le code principal de nos MFE était dans ces packages-là. On a un cache local, pareil, c'est vraiment super. J'ai une petite vidéo après à vous montrer qui est assez sympa et qui montre l'utilité de ce cache local qui, globalement, nous fait gagner énormément de temps, surtout quand on a des développeurs qui doivent développer sur plusieurs MFE. Et vous avez une ribambelle de features. Globalement, je pense que toutes les librairies aujourd'hui assez mainstream sont supportées. Vous avez toute une partie de code generation. Donc vous pouvez templétiser certains patterns de votre code. Et vous avez aussi le NX Cloud qui vous permet d'optimiser aussi votre CI et de gagner du temps. Pour info, nous, on ne l'a pas encore utilisé. Voilà, tout simplement. Donc j'ai juste une petite démo, c'est une petite vidéo. C'est en accéléré parce que ça va prendre du temps. Donc vous avez une commande là, qui s'appelle NX Run Money. Donc vous pouvez par exemple targeter l'intégralité du linter de tous vos packages, de l'intégralité de votre plateforme. Ça prend un petit peu de temps. Vous allez pouvoir aussi, donc du coup, targeter uniquement une certaine partie de votre plateforme. Donc là, vous avez vu, il y a eu le cache local qui s'est exécuté. Donc là, on a fait une modif du code, on a run la commande. Il y a uniquement le package qui n'était pas dans le cache qui a été modifié. Donc là, je fais un NX line du package OneShot. Donc ça run exclusivement le package OneShot. Et vous avez cette fameuse commande NX affected. Donc pour info, Splio Platform importe package OneShot. Donc là, j'ai modifié package OneShot. Donc il se dit, bon, je vais run le linter de package OneShot et de Splio Platform. Vu qu'il n'y a pas eu de modification sur Splio Platform, il n'y a pas besoin de relinter, donc il utilise le cache. Voilà. J'ai peut-être été un peu vite sur cette partie-là. Honnêtement, vous avez
une grosse documentation sur NX, c'est plutôt bien documenté, donc je vous conseille d'aller regarder ça. Comment on a organisé notre petit monorepo? Alors, globalement, ce que j'ai dit avant, on a des applications et on a des libs. Toute la partie de gauche, donc, où c'est écrit application, ce sont des apps. Donc, c'est elles qui vont contenir la config Webpack du MFE. Globalement, on ne s'est pas trop embêté. La config de notre MFE, c'est pointé sur un des packages. On a créé aussi l'écosystème de notre plateforme pour pouvoir tester en local, comme si on était dans notre application, nos MFE. Comme ça, on n'a plus besoin de lancer ces grosses apps legacy pour pouvoir tester notre développement. On a nos différents packages qui vont correspondre principalement aux équipes, aux domaines qu'on a dans notre plateforme, plus ou moins. Aujourd'hui, on va dire une équipe sur un domaine va avoir 2-3 MFE. On les a organisés principalement par page, enfin par grosse maillon de page, des gros modules. Et on a nos chers libraries. Donc en gros, on a mis des règles de linter pour éviter au package de campagne d'importer le package loyalty. Donc il est obligé de passer par des libs qui sont shared pour pouvoir partager du code. Pourquoi on fait ça? C'est que si moi, en tant que développeur dans l'équipe campagne, je fais des modifications du package campagne, je n'ai pas envie d'impacter loyalty. Voilà. Et avec ces règles de linter, par l'architecture, vous êtes confiant et vous n'allez pas engendrer des régressions. Les régressions vont venir si vous touchez à la lib domaine, si vous touchez à la lib des composants. Il y a une deuxième petite application qui s'appelle TinyClues Platform. Alors pourquoi? En fait, on a fait une acquisition il y a 1 an de TinyClues qui avaient eux aussi leur application React. Et en fait, on a voulu eux aussi utiliser des MFE, dans le sens où si demain, nous, on avait un package qui pouvait être réutilisable dans TinyClues et dans Splio, on était capable de le faire. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on a pris notre template moustache et on l'a bindé avec le Splio Platform. On peut exposer plusieurs composants, plusieurs packages avec la config de module fédération. Donc globalement, on a un point d'entrée qui est la plateforme Splio. Et derrière, on va importer le package qu'on a besoin. Alors, quels ont été les bénéfices de cette migration? On est quand même passé de 1 release à toutes les 2 semaines à 5 releases par semaine. Donc globalement, ça fait à peu près pour un développeur 1 release ou 2 dans la semaine. Certains, ils en font 6, mais globalement, ça dépend. Mais on est à peu près à une release par jour, on va dire. On était à 1 jour de setup, on est passé, je mets 10 minutes, vraiment 10 minutes, c'est le grand max. Il suffit juste de faire yarn et de copier le .env, .template, .local, et vous avez un environnement qui tourne. On devait faire à chaque fois des tests manuels avant chaque release qui prenaient un temps considérable. Là, vu qu'on maîtrisait globalement les packages qu'on allait release, on n'avait plus besoin de faire ça. On avait directement des tests automatisés qui étaient liés à certains packages. Donc globalement, tout roule et on n'avait pas besoin de run l'intégralité des tests de nos règles sur la plateforme pour juste release un nouveau bouton sur la page campagne. On a quand même eu des soucis et globalement, si vous voulez vous mettre sur des monorepos, je vous recommande du coup, surtout le premier sujet, c'est pas de faire des libs trop grosses. Nous, on est parti, on a fait une lib domaine où on a mis l'intégralité de la planète dedans. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit que c'était une bonne idée, mais on l'a fait. Et globalement, aujourd'hui, on s'en mord un peu les doigts. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir, par exemple, une librairie qui s'occupe de gérer l'authentification, une librairie qui s'occupe de, je sais pas, d'avoir certaines parties, par exemple, sur les campagnes API, d'en avoir une bien séparée. Parce que là, aujourd'hui, globalement, tous les packages utilisent notre type de domaine. Et à chaque fois qu'on a à faire des modifs dessus, on se serre un peu les dents. On a une forte dépendance avec Webpack. Ce n'est pas le meilleur outil pour faire du build, etc. Il y a Vite qui a aussi un plugin avec module fédération. On a essayé de le tester, on a eu quelques soucis. Honnêtement, ça a peut-être évolué entre-temps. On a fait des tests il y a assez longtemps. Donc ça a peut-être changé, mais on essaiera dans les prochains mois. Un souci qu'on a eu, alors là qui était principalement dû à Splio de manière générale, c'est qu'on avait beaucoup de pages en Perl. Donc très clairement, en fait, on n'avait pas moyen de juste copier-coller le code. On devait refaire l'intégralité de la page. Même souvent, du coup, le produit nous disait attendez, en fait, le produit que vous aviez fait il y a 10 ans, très clairement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que ça doit être fait.
Donc on a eu beaucoup le besoin de rebuild des pages. Donc voilà, globalement, beaucoup de temps. Et pour confirmer ce que j'ai dit juste avant, je vous montre un petit peu la timeline de la migration. Donc on a commencé en avril 2022, on a fait le premier POC de module fédération. Donc on a 10 pattes de tunnel effect, donc globalement on a release directement notre MFA en production en juin 2022, enfin pardon, en mai 2022. On a, comme j'ai montré avant, développé ces MFE, on en avait 4 en février 2023. On a pris la décision d'arrêter ça en juillet 2023. Et globalement, on estime que là maintenant, en 2024, on a à peu près 10 packages qui ont été développés. On se sent assez confiant pour atteindre la fin de 2025 pour une migration complète qui devrait du coup ressembler à ça, à quelque chose qui est un peu plus, on va dire, 2020-2024. C'est que le client étape directement l'application. Donc ce qui est assez fun, c'est qu'en fait l'application, là on a fait déjà des packages pour la nav, pour les différents main produits qu'on a sur la plateforme. Donc globalement, on teste avec la potentielle future application de 2025 qu'on va mettre en prod. Enfin, qu'on va utiliser et qu'on va lier le client directement à l'application. Donc là, on n'a plus du tout tout ce Perl moustache. Voilà, c'est terminé. Tiens, juste, voilà, si vous voulez nous rejoindre, on recrute, voilà, hein, globalement. Si vous voulez faire un peu de Perl, s'il y a des gens qui sont motivés, n'hésitez pas. J'espère que ça vous fait pas Voilà, peur. merci beaucoup. J'espère que ça vous fait pas peur. Je peux prendre 2-3 questions si vous avez. Question. Vas-y. Moi, j'ai une question. C'était tout à l'heure, tu nous as mis en avant comme quoi, lorsque tu avais encore moustache, qu'il n'y avait pas la volonté de synchroniser les librairies entre les applications. Tu disais, si jamais on fait une modification dans une grosse librairie, il faudra tout relivrer et par conséquent, ce n'est pas intéressant. Et pourtant, dans la fin de migration, tu as justement fait ça. Tu as fait la grosse librairie où tu synchronises tout et si tu fais une modification, tu dois tout livrer. Oui, globalement, c'est. On n'apprend pas de nos erreurs, hein, globalement. En fait, j'avoue qu'au moment où on s'est dit, je sais plus, voilà, on s'est dit qu'on allait créer cette lib domaine. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on s'est dit que ça allait être une superbe idée de tout mettre dedans. En plus, en fait, on avait essayé de faire des petites libs et on a eu plein de cycling dependency en permanence. Donc on s'est dit, autant tout foutre dedans, comme ça on n'aura pas ce problème-là. Ce qui est globalement une grosse erreur. Donc voilà, là globalement, nous aujourd'hui, la vision qu'on a, donc du coup, c'est de splitter cette fameuse lib en plus petites libs. Parce qu'au final, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont aujourd'hui dans le domaine qui ne sont pas forcément utilisables dans différents packages. Donc voilà. Si je comprends bien, ça c'est pas une question, mais c'est plus une autocompréhension. Ouais. L'intérêt de NX dans votre cas de figure, c'est que ça vous a donné en gros ce que je pourrais appeler une clé un peu comme Angular et autres pour auto-livrer, auto-déployer et pouvoir faire des devs plus facilement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. En fait, on a utilisé NX parce qu'au final, en fait, pourquoi pas l'utiliser quoi. Globalement, vraiment l'outil non, mais vraiment, ça offre un cache local et même là dans les dernières versions d'NX, ils ont toute une version avec NX Crystal et globalement, ils montrent des POC où ils peuvent intégrer NX sur n'importe quel projet. Et globalement, nous, c'était vraiment un outil qui nous simplifiait énormément la vie et cette gestion du monorepo. D'accord. Okay. Vous n'avez pas quand même défini ce que c'est un monorepo? Il y a certains qui peut-être ne le savent pas. Oui, du coup, globalement, nous, le monorepo qu'on a, c'est globalement, c'est l'intégralité aujourd'hui de nos services qui sont exposés sur notre application Legacy. Et donc, du coup, l'avantage du monorepo par rapport au microservice, c'est qu'en fait, du coup, tous les développeurs développent sur le même projet. Donc, on peut plus facilement instaurer aussi des patterns qu'on a un peu du mal avec certains microservices, etc. Donc voilà. Par contre, il y a beaucoup de désavantages. Il faut une organisation du monorepo qui est quand même bien organisée. D'ailleurs, NX fournit du coup un peu aussi ce template-là pour pouvoir
bien architecturer son monorepo. Donc voilà. Et aussi de la facilité de gain de build. Je sais que côté backend, donc on est parti aussi sur cette gestion de monorepo. Et globalement, ils ont eu des soucis de performance au niveau de leur CI/CD. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question. Du coup, en fait, tu parlais d'Nxcloud tout à l'heure, vous ne l'utilisez pas encore. Ce que vous voulez faire, c'est la partie cache distribuée, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. C'est exactement ça. Peut-être, je ne sais pas si tu veux en toucher un mot pour ceux qui ne connaissent pas forcément le principe. En fait, l'avantage, c'est que, il y a tout un projet qui est fait, qui s'appelle Nxcloud. En fait, ça permet de, au lieu d'avoir un cache qui est uniquement sur le local de sa machine, de l'avoir sur un registry. Donc, ça veut dire que tous les développeurs, une fois qu'on va build par exemple le master, tous les développeurs vont pouvoir réutiliser ce cache qui a été buildé. Donc, en gros, il y a quand même un gain global de tous les développeurs sur avoir un cache commun au lieu de l'avoir uniquement chacun sur sa machine. Et aussi, l'avantage de ça, c'est que la CI aussi utilise ce cache-là. Donc, globalement, si vous le buildez en local, ce qui est mieux avant de pusher le projet, la CI sera quasiment instantanée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Une question là, ici Je suis là. Ouais. En fait, dans l'organisation, on va dire, humaine, est-ce que vous avez plusieurs équipes et est-ce qu'il y a, là, à la fin, on a vu genre 10 packages. Est-ce qu'il y a par exemple 10 équipes finalement qui ont leur propre cycle de développement ou comment ça se passe? Leur propre cycle de développement, donc. Oui, déploiement. Non, alors du coup, en fait, on a une entité qui s'appelle la Front Guild. Donc en fait, où c'est à peu près tous les développeurs front qui sont assez réunis. On s'est mis d'accord sur un workflow de release. Donc globalement, nous, c'est une fois que le ticket est testé et validé et qu'il est prêt à mettre en prod, on merge et on tag. Voilà, c'est globalement comme ça. Donc on n'a pas différentes équipes qui ont des cycles un peu différents. Après, elles peuvent le faire. On a quand même, je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent des moments testés en staging, etc. Donc ça, en fait, au final, on peut quasiment tout faire. En fait, la mise en production, par contre, est la même pour tout le monde. Mais globalement, oui, on peut avoir certaines équipes qui préfèrent avoir un workflow de test qui est un peu différent de celui que tu vas avoir pour la majorité des équipes. Donc globalement, j'aurais tendance à te dire oui. Est-ce qu'on le met en place aujourd'hui? Non. Voilà. Merci. Merci. Moi, je voudrais savoir ce qui est arrivé au gros state Redux qui posait problème et comment tu as fait pour débrancher certaines pages de ça. Et est-ce qu'il est toujours là, ce gros state Redux? Bien sûr qu'il est toujours là. On le garde bien au chaud. Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que quand on a créé cette nouvelle équipe, on s'est posé la question de Redux globalement. Alors nous, c'était une techno qui était quand même assez ancrée d'un point de vue expérience des développeurs. Donc on ne pouvait pas non plus faire vraiment un projet où on dit on arrête complètement Redux. Donc nous, on a eu la chance parce que en fait, ce qu'on a fait principalement pour les premiers projets qu'on a migrés, c'est qu'on a tout copié-collé de ce store Redux. On a repris l'intégralité. On a cleané globalement toutes les parties du store qui n'étaient pas utilisées dans le package. Et on a fait une migration progressive en utilisant des tools comme React Query et Transact Query. Mais globalement, le socle, on va dire, même du store Redux de la plateforme Legacy, on n'y a pas touché. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'est que tous les nouveaux développements, on crée un nouveau package, on bombarde, on clone tout ce qu'on a besoin, on clean, et ensuite on enlève progressivement les parties du store Redux qu'on a envie d'enlever. Honnêtement, c'est très long. On n'est pas encore. On a encore beaucoup de projets qui. D'ailleurs, une partie des packages de campagne ont encore ce store Redux. C'est une migration qui est extrêmement longue. Voilà. Une dernière question, ouais. Et puis après, de toute façon, vous aurez du temps. Pour savoir, en fait, si vous deviez refaire la legacy, vous auriez des idées en fait de quoi la refaire? Honnêtement, moi je partirais plutôt sur cette architecture-là qu'on a fait. En fait, moi je suis assez satisfait de cette architecture-là, c'est que en fait on laisse
quand même beaucoup de liberté aux équipes dans leur package. Donc en fait, chaque équipe est un peu responsable aujourd'hui de faire un peu ce qu'elle veut dans son package sans pouvoir impacter les autres. Et ça, globalement, surtout quand on n'a pas une communication qui est régulière entre les développeurs front, c'est vraiment confortable parce qu'on a quand même une sécurité quand on met en production qu'au pire, il n'y a que nous qui allons être impactés et on ne va pas impacter les autres. Donc, une architecture pour moi très clairement modulaire, en tout cas pour le contexte de Splio, est pour moi une des meilleures solutions. Mais est-ce que du coup, vous voulez dire que, est-ce que du coup, est-ce que du coup ainsi, tout ça en fait fonctionne sans legacy ou pas? Oui, bien sûr. Ah, okay. En fait, quand tu fais des développements en local, tu exécutes uniquement ton Splio Platform. J'avoue, on a un petit trick pour pouvoir être authentifié, enfin, faire toute la partie d'authentification qui est gérée aujourd'hui côté plateforme legacy. Donc ça, on a fait des petits scripts, etc., qui te permettent d'avoir des tokens pour pouvoir taper sur les API. Mais tu peux développer ton application sur ce qu'on appelle une fake app, hein, mais globalement sur la Splio Platform qui ressemble exactement à la même plateforme. Donc on a exactement le même header, on a exactement la même barre de navigation. Même d'ailleurs, la barre de navigation et le header, c'est ce qui est utilisé côté App Legacy. Donc globalement, tu as vraiment l'impression d'être dans la plateforme, alors qu'au final, tu fais juste des imports de microservices, entre guillemets, de tes différents packages. Ouais. Merci.